Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour ce cours. Cette leçon va reprendre le PDF, donc le support de la fois précédente, comme je vous l'avais dit, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même super riche. C'est toujours très compliqué de me dire, bon voilà, ouais, que quatre phrases. Ouais, mais que quatre phrases, ça fait quand même beaucoup de choses. En même temps, notre objectif, là dans ce cours, c'est le cours intermédiaire. Donc, on fait déjà de l'analyse et on a des visiteurs. Et les visiteurs et les visiteuses, c'est aussi les personnes du cours débutant. Mais ils ont droit quand même de temps en temps à juste un cours pour eux. Donc là, le cours sera quand même en priorité pour les personnes du groupe intermédiaire pour faire un peu plus d'analyse. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des débutants, débutantes, parce que ça nous permet de revenir à des exercices d'épellation et qui ne sont jamais inutiles pour les uns et pour les autres. Donc voilà, j'essaierai de combiner. Voilà, puis on verra comment on s'en sort avec tout ça. L'idée de faire quand même deux leçons avec ce même support, c'est que vous l'avez peut-être vu dans l'analyse grammaticale, il y a quand même beaucoup de choses. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout savoir, comme toujours, mais ça peut être intéressant de vous avoir donné du temps pour que vous ayez peut-être pu un peu gratter là-dedans. Il y a peut-être des questions qui surgissent, il y a peut-être des envies d'explication. Donc voilà, ça peut aussi être ça. Ok, on commence par une prise de refuge. Parce que je crois pas on l'a pas récité encore, hein. Non, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Et on poursuit. Sangye chö tang tsoge chö namla changchum parado dane kyapsoichi. Dage jinso gi pe sunam ki drola penchir sangye drum paraisho. Voilà. Ok, très bien. Alors, voilà, écoutez, le travail est assez simple, hein. C'est un travail de lecture, d'évaluation. Pour les personnes qui débutent, vous ne pouvez pas tout savoir, on est bien d'accord, mais il y a des choses où on le voit dans le texte en pleine nature, qu'il y a des choses finalement pas si compliquées que ça quand même. C'est-à-dire, il y a toujours déjà la possibilité d'identifier les lettres, donc ça c'est une bonne chose. Et puis, à part de temps en temps où on est sur une syllabe un peu, on va dire, complexe, quoi, complexe, éventuellement comme celle-ci, hein, où là, bon, tout à coup, oui, il peut y avoir des espèces de gros doutes. Ah oui, c'est déjà comment qu'on la récite, ou plutôt comment on la lit. La plupart, vous voyez, c'est un peu tout droit quand même, hein, c'est pas très compliqué. Donc, tout ça, c'est pour dédramatiser. À part ça, je suis tout à fait d'accord que c'est extrêmement dramatique parce qu'on n'y comprend rien du tout et c'est un drame. Donc, c'est vrai, mais à part ça, c'est peut-être pas si grave. Voilà. Donc, Géraldine, tu vas nous faire une magnifique épellation. Déjà un petit coup de pression là. Mais, Je me réveille. mais voilà. Vas-y. Je vais suivre sur mon papier. Eh ben, c'est parfait. Tu suis sur ton Ouais, papier, puis nous, on défilera ok. comme ça ira très bien. Ok. Alors, Alors, première ligne. Charnaro. On va dire que pour faire simple, tu nous épelles épelles et lis la première ligne. Comme ça, tout le monde peut suivre, soit sur l'écran, soit sur le papier. D'accord. Charnarocho Sachu. Ranatana Masanam. Kayatakia Giguki. Charnarocho Cho Sachu. Nyagiguni Tani. Ao. Tagigudi. Nagiguni. Ao. Tashabutu. Sa Duk. Hop, 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 hop. Aota, shapkyudu, ka, Du duk. Ka Duk. Hein, c'est pas un ça, c'est un ka. On est d'accord, hein. Et Ah, j'ai pour... dit ça? T'as Pardon. dit ça? Non, mais c'est aucune importance. Le but, je rappelle la consigne pour les débutants, débutantes. Le but, c'est on suit comme on peut et on identifie. C'est de pouvoir se dire ah oui, ah oui, ah oui. C'est pas plus. Il n'y a pas besoin de savoir plus. C'est juste un travail de repérage, hein. On apprend à reconnaître un visage. C'est pas plus, mais c'est pas moins non plus. C'est un exercice extrêmement important. Donc, je te laisse poursuivre à partir du douk. Donc, Pao, Anaro. Hop, Alors hop, hop, là, hop. c'est pas Anaropo, Pao. Alors, c'est pas anaro, tout Ah, simplement. d'accord. Alors ça, je savais pas exactement Je comment il comprends fallait très bien. prononcer. C'est très simple. Dans ce genre de cas, parce que ça, c'est petit point technique, c'est quand on voit ça, PAO, c'est forcément, on pourrait dire,
Alors c'est bizarre, hein, mais c'est une fin de partie. Pourquoi? Parce que c'est une syllabe, euh, c'est pas une syllabe, c'est une particule finale. Alors, c'est bizarre parce qu'une particule finale avec une suite derrière, on peut très bien se dire, mais c'est quoi ce truc? Alors là, je vous donne le pourquoi de cette bizarrerie grammaticale. Je dis bizarrerie grammaticale parce que particule finale, on s'attend que ce soit la fin, donc il n'y a rien derrière. Eh bien, vous avez un mot ou un groupe de mots que vous allez pouvoir vraiment mettre dans votre besace des mots favoris ou des mots clés. C'est Chechawa. Chechawa. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore connu par vous, mais sachez que Chechawa, ça veut dire ce dont on a parlé ou ainsi nommé. C'est-à-dire, c'est une formule classique dans les textes. C'est un peu comme l'équivalent de jadis, qui est une formule classique. Eh bien, le Chechawa, c'est il a dit, il a été dit. Hein, ainsi qu'il a été dit. Un peu quelque chose du genre en vérité. C'est pas en vérité, mais là, c'est ainsi qu'il a été dit. Donc ça, c'est une formule chez Java. Et donc, vous comprenez mieux qu'il puisse y avoir une fin de partie ici, avec une particule finale. Et ensuite, tout simplement, dans le texte, eh ben on dit, bah voilà ce qui a été dit. Tout simplement. Parce que chez Java, ça veut dire, ça a été dit, c'est ça qui a été dit. Et donc, on peut être sûr qu'avant, ça c'est des trucs d'analyse, on peut être sûr qu'avant, il y a eu une affirmation. C'est-à-dire, il y a eu quelqu'un, on ne sait pas encore qui, a priori le Bouddha, mais vu qu'on est dans un sutra, donc ça peut être lui, mais ça peut être un des personnages du sutra, mais il y a quelqu'un qui a affirmé quelque chose, qui a dit quelque chose. Hein, il y a eu un énoncé. En tout cas, il y a eu un énoncé. Et après, il y a la marque du discours rapporté, c'est-à-dire, il y a tout simplement, on dit qu'on a entendu, ou on dit qu'il a été dit, ou on dit que, voilà, il y a eu, voilà, prise de position sur tel et tel point. Vous voyez l'idée? En gros, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tout ça. C'est juste pour faire qu'il y ait petit à petit des réflexes. Le réflexe, c'est quand on voit juste une syllabe, une lettre comme ça, anaro, juste collée derrière une autre, ce qui est un peu inattendu, on peut tout de suite se dire, ah tiens, ça me fait penser une particule finale. Déjà, si c'est, voilà, ça suscite le doute, c'est déjà pas mal. Très très bien même. Ok? Donc Géraldine, je te laisse reprendre depuis chez Chawa. Chadrimbuche sache. Alors attention, je te corrige, je me permets de te corriger tout de suite. C'est pas cha, c'est chat. C'est J'y chat. arrive pas. C'est pas grave, c'est juste Je vais y chat. arriver. Comme, comme le Chadrimbuche chat, sache. comme le chat, comme le chat. Hein. Ah, ça, moi, en fait, je fais tous les chats. En fait, je fais que des chats. D'accord, tu fais que des chats. Bon, bah écoute, voilà. Puis tu vas Donc, petit il à faut petit. que là, Chadrimbuche sache. C'est parfait. Payadacha, wa, nasane, kanga kong, ao, tagigudi, chanarocho sache, nyagiguni, tani, tanga tong. Chanarocho sache, kao nasane, pa, nyagiguni, tani, tanga tong. Impeccable. Très bien. Voilà. Ça, c'est un bon modèle d'une bonne épellation lecture. Il n'y a vraiment rien à dire. Et c'est vraiment accessible. Hein. C'est pas que Géraldine soit boostée à la testostérone, ni rien de ce genre. Donc, c'est quelqu'un de normal comme vous et moi. Donc, vous y allez tous y arriver. Quoi. Voilà, il n'y a pas de miracle. C'est simple. Pourquoi c'est simple? J'ai envie de le simplifier. Parce que si, par exemple, vous regardez tang à la fin, même pour Claudia, qui pourtant n'a pas 15 leçons dans le coffre, elle en a juste 2, ou voire 3, et ben en fait, on voit que ta, c'est ta, rien, il n'y a même plus de mystère pour toi, c'est dingue, c'est déjà connu. Et puis après, il y a nga, c'est peut-être même plus du tout un mystère d'ailleurs. Et la seule chose qui se passe, c'est que ta avec un nga, eh ben tang, parce que le n du nga donne le n au ta. Parce qu'en plus, quand il y a 2 lettres, eh ben voilà. Alors même si tu ne le sais pas, il y a déjà normalement, je pense, une logique où tu dis ah ouais, tang à tang. Tu confirmes pas. Ouais. Ouais. Eh ben c'est bien.
Donc ça ne te semble pas complètement aberrant qu'on puisse dire tang. Non, non, Eh parce qu'il n'y ben, a pas eu d'autres voyelles et voilà, bon bah tu vois comme quoi, pour moi, ouais, il n'y a pas d'autres sons ouais, voyelles, donc du voilà, coup, donc ça j'ai te semble tout à fait correct. Ouais. mmh, Eh ben t'as raison, bah, c'est déjà pas mal, tu te rends compte? Ça voulu veut s'en dire que... rappeler. Ouais, non, mais t'as même pas besoin, non, ça va venir, hein, ça va venir naturellement. Après, s'en rappeler, ouais, il n'y a pas besoin de faire un grand effort. Faut surtout se mettre dans la position d'épeler, épeler, reconnaître dans un premier temps, assez simplement. Et puis après, il y a une espèce de logique qui prend place. Et c'est pour ça que je soulignais la logique. De la même manière, un petit peu plus complexe possible, c'est possible, mais pour toi, Fabien, quand tu vois Kaonasane, ça te semble logique ou pas? Kaonatane avec le sa qui en fait transforme le na en né, comme Bravo, si il y avait bravo. ce Kaona point. Sane, impeccable. Kaona Sane, tout à fait. Alors là, c'est d'ailleurs bien parce que quand on en a trois, en général, c'est celle du milieu. En général, la plupart du temps. Santé, Géraldine. Il peut y avoir que c'est la première, ça c'est possible. Bon, là, on va faire simple. Quand il y en a trois, c'est celle du milieu, puis après on verra les cas particuliers. Et là, très justement, kao, na, sa, ne, parce que le sa, qui est un suffixe silencieux, hein, d'ailleurs le moyen mnémotechnique c'est sa silencieux, hein, par exemple, eh ben, il a le pouvoir par contre de changer le son A en E. Là, c'est dans les PDF que vous avez reçus, les 8 PDF, donc du début du cours sous le sutra de la pousse de riz, où vous avez l'explication technique. Pour toi, Joël, est-ce qu'il y a quand tu... il y a aussi Corinne, hein, je vous ai dit avant, je ne vous vois pas les vignettes, donc n'hésitez pas tout de suite intervenir, hein. Mais là, je vois la vignette de Joël. Joël, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui a été éplé qui pose question ou pas, où tout te semble tout à fait clair? Ah, sur l'épellation, c'est OK. Super. Et sur autre chose? Bah, après, tu vois, j'ai repris la leçon. Ouais. J'ai essayé de remarquer toutes les particules, tout ça. Et en fait, franchement, au niveau de la traduction du sens, je me suis emmêlé les pinceaux complètement parce que j'ai regardé, j'aurais peut-être pas dû, hein. J'ai regardé la traduction que tu avais mis sur le PDF et je me dis, mais comment on arrive à cette traduction-là à Ouais, partir des ouais, groupes de mots et des mots et des particules? je Et comprends. ça m'a un petit peu découragée, je dois dire. Absolument, je peux comprendre. Donc, tu vois, j'ai voulu bien faire, mais peut-être des fois, c'est pas bien faire. Parce que l'idée, c'est de... mais je comprends. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de grand différentiel, un grand gap entre le travail qu'on est en train de faire et réussir à faire un rendu. Alors, la seule chose que je peux te dire pour te rassurer, c'est que pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait cette espèce de différentiel énorme. Et d'ailleurs, je pense que toute cette, on va dire, pédagogie ou approche que je vous propose, c'est l'approche que moi j'ai trouvée aussi, à force de faire, pour combler cette espèce de désarroi qui fait que je ne le comprends pas. Et la seule chose que je puisse faire, c'est encourager à ne pas bondir du tibétain au français ou ne pas bondir du français au tibétain, parce que ça c'est une erreur qu'on peut faire, un peu stratégique on va dire, c'est qu'on a le français puis on se dit je vais essayer de retrouver ça dedans. Et là, en général, on patauge. On patauge parce qu'il n'y a pas les éléments qui nous permettent de bien le capter. Donc je vous propose en termes de méthode de rester un peu systématique, un peu borné, mais en vous forçant, alors bon, forcer c'est pas super encourageant, mais disons en vous encourageant plutôt, en vous encourageant à essayer de faire que votre décryptage, dans un premier temps, consiste à faire des groupes de mots. Vraiment. De faire des groupes de mots pour voir des choses apparaître, du genre Chönam, pour voir Chöni Dini, admettons. Et c'est pas par hasard que vous avez dans le vocabulaire une analyse, quoi, vous avez une analyse du texte où je vous propose des groupes de mots.
Et, et c'est pour ça que je parle de stratégie. C'est-à-dire que stratégiquement, si vous travaillez par groupe de mots, ça veut dire vous travaillez par élément de sens. Je vais l'illustrer d'une manière très simple en prenant ça. Tenching del Parjungwa. Ok, là on a un groupe de mots. Évidemment, quand vous rentrez dans le détail du groupe de mots, il y a beaucoup, il n'y a pas de doute. Mais un groupe de mots, il faut se souvenir qu'un groupe de mots, c'est un élément de sens. C'est-à-dire, c'est coproduction conditionnée en l'occurrence. Mais vous auriez un plus petit groupe de mots, yang takpa, yang takpa ou yang takpa ni. Yang takpa ni, si par exemple je prends ce groupe de mots-là, yang takpa ni, ça vous dit quoi? Ça vous dit l'authenticité en soi. Par exemple. Quand je dis par exemple, c'est-à-dire que le rendu en français, vous pouvez toujours trouver différentes manières de dire. Mais le but, je suis content que tu aies posé cette question, Joël, parce que c'est vraiment, ça nous fait revenir à la méthode. Le but, c'est de vous appuyer sur la présence des groupes de mots ici. Et la présence des groupes de mots, alors là, c'est vrai que par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est vous proposer comment dire, une traduction du groupe de mots. Ce que j'ai pas fait, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Je m'en rends compte maintenant d'ailleurs. Mais quand on est dans le groupe de mots, par exemple, si on est ici, Chönam gi chöni, Chönam tous les phénomènes, bon, la particule, puis après chöni la nature, eh ben on peut presque, disons assez facilement, se dire la nature de tous les phénomènes. Je dis pas que c'est évidentissime, parce que c'est vrai que là, j'aurais pu vous rajouter ça, la nature de tous les phénomènes. C'est-à-dire vous faire une proposition, en fait. Une proposition c'est ce que j'appelle une proposition de rendu, c'est-à-dire déjà une proto-traduction. Hein. Mais faut vraiment se souvenir que stratégiquement, on a tout intérêt à travailler de groupe en groupe. Et puis après, mais alors vraiment bien après, on peut essayer de voir comment on articule ce qu'on a compris là dans la structure avec le français. Mais si on le fait sans avoir présent à l'esprit la structure des groupes de mots, donc la structure du texte, alors là, on est largué. Parce que là, on essaye de tirer des fils entre des choses qu'on n'arrive pas à rejoindre. Et là, il peut y avoir ce sentiment que tu as eu, Joël, où tu te dis, je suis découragé parce que je ne vois pas comment y arriver. Et là, un bout de la réponse, c'est on va y arriver, bien sûr qu'on va y arriver, mais on va y arriver en utilisant vraiment la méthode. Un petit peu découragé, seulement. Ok, ouf. Parce que ça me peinerait que tu le sois trop. Ça vaut vraiment pas la peine. Et en même temps, je te comprends très bien, parce que moi j'ai été souvent un peu, voire beaucoup découragé, en me disant, mais comment je réussis à comprendre tout ça? Et je pense que vraiment, la seule chose à faire, c'est identifier les groupes de mots. Et pour identifier les groupes de mots, il faut identifier les particules. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement d'autres choix. C'est pour ça que la lecture, c'est un prérequis à tout le travail d'analyse qu'on va faire après. Et là, par exemple, alors, je regarde. Jean-Marc, Oui, Dominique. j'ai une question. Dans ce travail-là, que j'arrive à faire maintenant de bien repérer les particules et les groupes de mots, et donc du coup, à la traduction, d'essayer de trouver la traduction des groupes de mots, mais j'ai toujours le même problème, et là, en reprenant les deux premières phrases qu'on avait fait l'autre jour, c'est toujours pareil, c'est que j'arrive pas à identifier ce qui relève du verbe ou ce qui relève d'un nom, d'un adjectif qui prend la racine verbale. J'ai toujours pas compris cette histoire dans les verbes, parce que c'est la même racine qu'un nom. Donc, j'arrive pas à faire la différence. Ok. Et ça le fait plusieurs fois, là, dans le... Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Par exemple, là, vous en avez un. Je vais vous le dessiner même, par exemple. Hein? Voilà, vous voyez ce petit bloc-là? Alors, le petit bloc, pour... Alors, Estelle, Corinne et Frédéric
comme je vous l'ai dit avant, je ne vois pas votre vignette, mais est-ce que quand je vous dis Magigumi Ao Gayata Gyashapku Gyura Gyur. Alors, je suis d'accord, c'est un peu. Voilà, elle est un peu complexe cette syllabe, mais bon. Ao Kayata Gyashapku Gyura Gyur. Faut juste admettre que c'est Gyur. Puis après, Wa. Ok. Gyurwa. Hein? Est-ce que quand vous entendez ça, je pense que pour Frédéric, ça pose aucun problème. Confirme-le-moi peut-être. C'est bon pour moi. Excuse-moi, je suis un peu lent avec les boutons. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on a le temps. Ok, c'est bon pour toi, il n'y a pas de grand mystère, quoi. Après, les ans, c'est une autre question, mais il n'y a pas de grand mystère pour toi, c'est ok. D'accord, bon, ça c'est une bonne chose. Pour toi, Corinne, évidemment, sur le gur, tu viens de commencer, donc tout n'est pas bien clair. Mais magigumi, wa, bon ben wa parce que c'est la dernière syllabe d'un mot, bon ok, faut réussir à s'en souvenir. Mais disons, euh, même le ao et puis même le gyu qui devient gur à cause du ra, là il y a des éléments de compréhension pour toi, Corinne? Oui, surtout que j'ai travaillé un petit peu le ka, c'est yata, Yes, kayata, bravo. kayata, Bah ouais, shapshu. ouais. Donc, bon, c'est vraiment pas au point, hein, mais c'est Ok. plus étranger. Donc, Parfait, parfait, c'est vrai. parfait. Ah, ben voilà, tu viens de dire le mot. Ce n'est plus étranger. Mhm. Le but de la méthode, maintenant, je pense que vous avez, et petit à petit, vous le comprenez. Et d'ailleurs, à partir de là, on pourra en faire une réflexion philosophique profonde. Le but du jeu, c'est de faire en sorte de nous rendre les choses familières et non plus étrangères. À partir du moment où on arrive à créer ce lien-là, c'est déjà gagné. Parce qu'après, c'est juste du réglage. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans ce que tu viens de dire, Corinne, je vois que tu as été gratté déjà dans les PDF. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis après, bah, voilà, c'est juste que de l'habitude. Je veux dire, le sentiment d'étrangeté va complètement disparaître au bout d'un moment. Parce que déjà, il est en train déjà de disparaître, parce que tu dis, ouais, ça ne m'étonne pas complètement. Et l'aisance, c'est autre chose. L'aisance, ça viendra, comme Géraldine l'a fait avant. Bah voilà, c'est juste de l'entraînement. Mais j'entends, c'est rien de plus. Hein. C'est pas, il n'y a pas de mystère, quoi, aucun. Maintenant, j'en reviens au groupe de mots, Migurua. Migurua, pour répondre à la question de Dominique. Donc, gur, c'est un verbe. Alors encore, je ne cesse de me répéter, mais vous n'avez pas besoin de le savoir maintenant. Mais ce qui, moi, m'intéresse dans ce segment, c'est une compréhension qu'on peut, à partir de là, qu'on peut tirer sur la compréhension de la construction d'un segment ou groupe de mots tibétain. Alors, on va se dire que, pour le comprendre, je vais prendre une autre couleur. On va se dire qu'on a un élément. Bêtement, on a un élément. Voilà, on a un élément. Cet élément, on va l'appeler une forme de radical. Hein. On pourrait dire c'est un radical verbal. Voilà, c'est un radical verbal en l'occurrence. Mais un radical verbal, ça veut dire c'est une racine. C'est-à-dire que en fait, la construction, la construction de l'élément qu'on a là, hein, le groupe de mots, il va se construire sur la base d'une racine existante. La racine, dans le groupe de mots, c'est gur. Bon, alors, c'est gur. Alors, là, pour l'instant, et ça, c'est aussi bon pour toi, Joël, par rapport à ta difficulté de compréhension. Parce que là, c'est comme rentrer un peu dans le détail de l'analyse théoriquement. C'est-à-dire, ok, on a ce groupe de mots là, migurua, et on a des bonnes raisons de penser que gur est l'élément central. Pourquoi on a des bonnes raisons? Parce que à force, justement par familiarisation, hein, on vient d'en parler avec Corinne, on sait que mis devant, ben, ça ressemble très fortement à une particule de négation. Alors on ne le sait pas tout de suite, mais on finit par l'apprendre, parce que mi c'est ma, mi, et puis on finit par repérer que ma, mi, ça revient tout le temps dans les négations. Donc on sait déjà, alors pas tout de suite, mais on finit par le savoir, et en tout cas d'avoir l'instinct, que mi, gur, à partir du moment où je comprends globalement que gur veut dire transformation,
transformer, mais attention, quand on dit en français transformer, on est déjà en train d'utiliser un verbe à l'infinitif. Ok? Donc le problème du français, quoi, c'est pas le problème, c'est très bien. Mais le tibétain, on n'est pas dans un truc aussi esthétique et complexe que le français. On est dans quelque chose de beaucoup plus basique. On est en Et comme ça, train... on disait transforme, mais on s'arrête au M. Merci Dominique. Tu C'est dis ça? en... Ouais, exact. Tu dis en beaucoup plus court ce que j'allais dire en beaucoup plus long, et t'as raison. Il y a pas de... Non mais t'as raison, il n'y a pas de raison d'en dire 15... Voilà, bref. C'est transforme. C'est-à-dire le côté racine, c'est racine dans le sens racine du verbe. Un verbe, c'est en tibétain, un verbe, c'est un chatsik. Et chatsik, ça veut dire un mot d'action. En fait, un verbe, même en français, un verbe, mais il n'y a rien qui nous le dit dans le mot verbe. Mais un verbe, c'est un acte, c'est une action. Alors, c'est pas du tout évident dans le mot verbe. Pourquoi verbe, c'est une action? Bon, bref. Mais peut-être qu'à l'origine, d'ailleurs, on trouverait quelque chose. Mais au départ était le verbe. Hein. On pourrait se dire au départ était l'action. Ça nous mènerait loin. Hein. Sur le sens, ça veut dire quoi le sens du verbe? Mais le sens du verbe, un verbe, c'est un acte, c'est une action. Et donc, on est en tibétain, on n'est pas du tout dans une langue conjuguée. Ça, c'est une chose difficile à comprendre pour nous, mais on n'est pas dans une langue conjuguée. Il n'y a pas de conjugaison. On est dans une langue où on dit les choses à plat, et on va mettre des éléments, je vais continuer mon petit dessin, et on va mettre des éléments pour rendre explicites ces éléments. Quand je dis on met les éléments à plat, ça veut dire que là, on exprime un radical. Il y a un radical. Le radical, c'est le radical, on pourrait dire, qui exprime l'idée de transformation. On ne sait pas si c'est un verbe, pas un verbe, je dirais presque, on s'en fout un peu, on n'a pas besoin de le savoir vraiment maintenant, mais on sait par contre que gyur, le mot gyur, la syllabe gyur, mais le mot, vu que le tibétain est une langue monosyllabique, ça veut dire chaque syllabe est porteuse d'un sens. Donc la syllabe gyur, le mot gyur, c'est équivalent, porte en elle l'idée de gyur, l'idée d'une transformation. Après, dans le contexte, et le contexte c'est le groupe du mot, dans le contexte, eh bien le gyur, c'est-à-dire cette idée même de transformation, va pouvoir devenir un verbe transformé, mais va très bien pouvoir devenir aussi un nominalisé, qui d'ailleurs en français se dit la même chose, transformé simplement au accent aigu. Donc quelque chose qui est transformé. Donc en tibétain, on ne s'embarrasse pas tellement. Pourquoi on ne s'embarrasse pas? Parce qu'on reste très simple dans la construction et on va considérer que nous avons notre radical et puis on va pouvoir mettre ici une particule avant, en l'occurrence le mi, c'est-à-dire non-transformation. On est très basique hein, dans la construction. En français, on ne serait jamais aussi basique. Et puis à la fin, on va mettre tout simplement une autre particule, qui est en l'occurrence une particule qui va nominaliser. Et donc en totalité, ça là, hein, qui on pourrait dire l'aspect presque algébrique de ce qu'on voit ici, c'est la formule ici. Ben, la formule, ça veut dire que non-transformation nominalisée. Donc une non-transformation nominalisée, c'est non-transformable. Et puis après, on est, et là c'est un petit clin d'œil à Joël, on est dans le rendu en français, et le migurwa devient inaltérable, inamovible, quoi, voilà. Après, on est dans un problème de rendu. Donc de rendu, c'est-à-dire on va trouver une manière jolie en français de dire migurwa. Mais pour le tibétain, quand il dit migurwa, lui il dit juste, c'est quelque chose qui ne se transforme pas. Donc, je comprends très bien la question de Dominique, parce que la question de Dominique, c'est de dire, mais zut, il est où le verbe dans cette histoire-là? Et en fait, le problème, c'est justement... Quoi, le problème? C'est pas un problème, mais
ce qui explique la question, c'est de chercher le verbe comme nous on le chercherait dans une phrase en français. C'est-à-dire de chercher un verbe dans une langue qui est une langue conjuguée. En tibétain, on n'est pas dans une langue conjuguée. On est dans une langue où, parce que c'est monosyllabique, on va poser sur le sol, hop, 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 hop. On va poser tous les éléments de sens. Et on va simplement voir quelle est l'articulation de ces différents éléments de sens. On se pose juste une question. Dites-vous que le tibétain, c'est des éléments. En plus, c'est pour de vrai ce que je vous raconte. C'est-à-dire, c'est des éléments comme ça. Voilà, c'est des éléments. Vous avez que des éléments. Voilà, vous avez des éléments. Et la seule question que vous vous posez vraiment, c'est les éléments de lien. Quels sont les liens entre les éléments? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un lien comme ça? Est-ce qu'on est dans un lien comme ça? Est-ce qu'on est dans un lien comme ça? Comme ça? On n'est que dans une idée d'organisation dans l'espace du rapport entre ces différents éléments. Ce qui fait que, pour en revenir à notre Migurua, eh bien, une fois qu'on a capté ça, on ne s'embarrasse plus. On pourrait dire, alors bon, c'est pas pour botter en touche, hein, Dominique, mais on pourrait presque dire qu'à un moment donné, on ne s'embarrasse plus de la question. C'est-à-dire savoir si c'est un verbe ou si c'est pas un verbe, ou si... Finalement, ce qui compte, d'abord et avant tout, c'est le sens contenu dans le mot. Et puis après, en rapport au schéma de relation entre les différents éléments du groupe, ça va devenir un verbe à l'infinitif, ça va être un verbe nominalisé, ça va être peut-être juste le radical tout seul, quoi, j'en sais rien. Et puis voilà, ça va. On pourrait dire que la question disparaît derrière l'adoption d'une manière différente de voir la langue elle-même, la manière dont elle se construit. Ouais. Le nominalisateur, la wa est toujours un nominalisateur parce qu'il y a d'autres particules Oui. nominalisatrices. Oui, mais tu as raison. Là, dans ce contexte, c'est pour ça que je te fais des réponses de normand. Mais le tibétain me force à ça. C'est-à-dire que c'est toujours contextuel. C'est-à-dire que c'est toujours un problème de type de relation. Dans ce contexte-là, le wa est forcément nominalisateur. Il ne peut pas être autre chose, c'est une particule. Maintenant, cette particule-là, elle peut prendre une autre forme. C'est-à-dire, il peut y avoir, par exemple... alors attendez, je vais un peu faire du ménage, parce que là, d'un coup, on ne voit plus rien du tout, on est d'accord. Donc, hop, non, c'est pas ce que je vais faire. Voilà, hop, et hop. Non, voilà, non, mais c'est pas vrai. Voilà, ok. Donc, voilà, et non, encore une fois. Eh ben, voilà. On y arrive. Donc, si par exemple je viens ici, ici, d'accord? Là, on a del pas. Après, on a un ra derrière. Hein. Alors là, c'est déjà de l'analyse un peu complexe, parce que, d'accord. Mais pour nous, pour illustrer ce que tu viens de demander, de poser comme question, le pas est aussi un nominalisateur. Ça, pour l'instant, vous ne le savez pas, bien sûr. Mais au bout d'un moment, finalement, wa, c'est aussi un nominalisateur, et puis vous vous rendez compte que wa aussi, c'est un nominalisateur, et puis que chaque fois que vous avez un wa ou un pas, vous pouvez presque vous poser la question, quoi. Mais, bien sûr, chaque fois que vous aurez une construction du genre payatacha, hein, ça, vous êtes sûr que ce n'est pas un nominalisateur. Pourquoi? Parce que ça vous fait revenir à la règle de base, qui vous dit une lettre qui est accompagnée par une autre, juste au-dessus ou au-dessous, comme vous voulez, c'est la lettre principale. Ça ne peut pas être autre chose. Et un nominalisateur ne peut pas être une lettre principale. Ça ne marche pas. Ça ne sera pas la lettre principale dans un groupe de mots. Ça sera simplement un nominalisateur, va toujours apparaître d'une manière très simple. En tout cas, à notre niveau, va apparaître sous la forme pas, ou la forme moi, sur la forme pas. Voilà, à la rigueur sous la forme ma. Bon. Par exemple, quand vous dites la maman en tibétain, vous dites ama. Ma, non, c'est pas très juste ce que je suis en train de vous dire. Attendez voir.
Non, c'est pas... Non. Non, ça va pas. Mon exemple va pas. Non. Mais par exemple, quand vous dites... alors, un exemple très classique, vous parlez de la région du Kham, hein, le Kham, et vous dites Khampa, ben, c'est tout simplement quelqu'un du Kham. Tout simplement. Donc, voilà, vous nominalisez. Et en tibétain, vous allez nominaliser, bah, comme en français d'ailleurs, mais disons, on va faire un usage massif de la nominalisation. C'est-à-dire, on va nominaliser, c'est d'une certaine manière faire exister une cellule autonome de sens. Comme par exemple, ici, Migurua. Migurua, avec le nominalisateur, j'ai fait exister non transformable. D'accord? Ouais. Un peu plus bas, sur la troisième ligne, il y a Mayinpa. Donc le pas, c'est un nominalisateur aussi. Bravo, Et donc, bravo. Yin, donc c'est être. Ouais. Et donc là, trouver un nominalisateur en français, ça serait quoi? N'étant pas? Bravo. Impeccable. Impeccable. C'est ça le boulot qui doit être fait. C'est très bien, beau réflexe. C'est exactement ça. Et là, tu viens en plus de faire une belle transposition de Migurua avec Mayinpa. Et ça, alors, merci beaucoup de l'avoir fait, parce que ça permet en tout cas, moi, ton intervention, elle me permet de revenir encore une fois sur la dimension structurelle du tibétain. C'est-à-dire que structurel, ça veut dire, en l'occurrence, on a 3 éléments dans la phrase. On pourrait dire qu'on a X, radical verbal et particule, non pas finale, mais nominalisatrice. Et la structure est exactement la même si les mots varient à l'intérieur du groupe. Mais la structure est exactement la même. Que vous ayez ma ou que vous ayez mi, c'est la même chose. Mais ça, bien sûr, là, tout à coup, vous ne le savez pas encore. Mais en fait, ma, mi, ça fait partie des particules dites de négation. Vous exprimez une négation, tout simplement. Et une fois que vous le savez, ben, vous faites ce que vient de faire Joël. C'est-à-dire, vous vous dites, ah oui, mais attends, Migurua, Mayinpa, même combat. C'est-à-dire, vous voyez la parenté de la structure. D'où le fait de travailler dans l'apprentissage de la structure, c'est le meilleur moyen pour faire qu'ensuite, ben voilà, vous n'êtes pas juste surpris, quoi. Il n'y a aucune raison que vous soyez surpris. Parce qu'à ce moment-là, ben, vous voyez comment ça fonctionne. Vous connaissez peut-être pas tous les éléments de la structure, qui composent la structure, oui. Mais vous comprenez globalement l'organisation. Et puis là, ben évidemment, yin, c'est le verbe qu'on pourrait traduire par être dans l'idée de exister, hein, exister dans le sens d'une identification, d'un état. Littéralement, c'est un verbe d'état, c'est pas le verbe être, c'est un verbe d'état. Donc, mayinpa, c'est n'étant pas, ou ne pas être, ou n'est pas. Après, ça, c'est des problèmes de rendu. C'est pour ça que ici, attention, c'est juste pour vous donner une image possible du rendu. Je peux vous assurer qu'on peut traduire ce sutra d'une autre manière. Hein. C'est pour ça qu'avant, ça c'est un peu une parenthèse ou un aparté, mais avant qu'on trouve la traduction officielle d'un sutra, bah, il va s'en passer des siècles. Hein. On est loin du compte. Hein. Pour l'instant, on est dans des possibilités d'expression du sens. On n'est dans rien d'autre. Et si je peux intervenir, Bah, bien sûr, interviens, n'hésite pas. Oui, Malokpa, c'est le même truc ou pas? Alors, attends. Ici, Malokpa, Oui. mais c'est exactement le même truc. Bravo. Bah, attends, génial. Non, mais si vous repérez ça, c'est bon. Je veux dire, voilà. Là, il y a un gros bout de boulot qui est fait. Moi, je veux vous amener là. Hein. Je ne veux pas vous amener ailleurs. Quoi, je veux vous amener à plein d'endroits. Mais disons, là, je veux déjà vous amener là. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Ce que j'appelle le repère, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, ça ressemble. Et ça, c'est du repère. Et ça, c'est très bien. Malokpa, impeccable. Très juste. Et puis, ben voilà, petit à petit, je suis sûr qu'on pourrait en trouver d'autres. Mais vous voyez, attention, hein, il y a un ma devant. Hein. Là, il y a un ma devant. Hein. Là, il y a un mi. Alors, au bout d'un moment, bien sûr, l'habitude fait que vous savez que le mi et le ma, ouais, c'est le même combat, quoi. C'est la même chose. Au début, vous ne le savez pas forcément, mais c'est pas grand-chose à savoir.
Donc, très vite, en faisant comme ça, le texte va commencer. Alors, je dis bien le texte, ça ne veut pas dire vous comprenez en lisant, mais le texte trouve sa propre logique interne. Alors, après, un jour, vous lisez le texte et hop, vous arrivez au sens immédiatement. Et qu'est-ce qui permettra ce passage? C'est le travail sur la structure. Parce que le travail sur la structure, ça va vous faire penser en tibétain. Ça va vous faire vivre le texte dans sa compréhension, dans sa manière d'exprimer en tibétain. Et moi, je le vois avec les avancées, le cours qu'on a fait aujourd'hui, à un moment donné, qui pour moi est un petit moment miracle un peu, quoi, pas tout à fait miracle, mais où tout à coup, au bout de l'heure, on reprend la strophe, on la lit, et puis tout à coup, le sens apparaît. C'est-à-dire, il y a même si c'est pas parfait, encore totalement clair, mais tac, oui. Parce que c'est le sens des groupes de mots qui, hop, arrivent directement à l'esprit. Et ça, c'est le but du jeu. Alors, Marc, Malukpa, dans ce cas-là, donc, Ouais. look, c'est. Ah, c'est donc, pas Luke, hein, négation. par contre, hein, excuse-moi, hein, c'est pas Luke, hein. Non. Non, c'est Look. Lo. Lanalolo, ka, look. Ouais, mais c'est pas Luke, c'est Lo. Ah, pardon. Look. Hein? Malokpa. Parce que look, attention, look, ça veut dire mouton, hein. Ou alors ça veut dire verser. Hein? Alors malokpa, qui n'est pas versable. C'est pas qui n'est pas moutonnable, mais qui n'est pas versable. Mais malokpa, oui, alors vas-y avec ta question, parce que j'ai peut-être pas capté. Oui, la négation, donc le verbe, mais bon, le concept et le nominalisateur. Donc, look veut dire quoi? Lo, en l'occurrence, ça veut dire, par exemple, retourner, revenir. Alors, ça, c'est le sens radical, hein. Après, il faut voir, malopa, par exemple, ça peut vouloir dire ce n'est pas erroné. Je n'ai pas besoin de rebrousser chemin. Ah, d'accord. Hein. Après, on verra. C'est pour ça que le travail sur le sens radical n'est pas toujours le rendu. Parce qu'en tibétain, encore une fois, chaque syllabe est porteuse d'un sens radical, on pourrait dire. Donc le sens radical de lo, c'est l'idée de revenir. C'est l'idée de... Voilà. Donc, par exemple, quand on dit lodo namshi, non, c'est pas le même lo, excusez-moi. Non, bref. Mais On lo, ne peut pas revenir en arrière. voilà, par exemple, il y a une expression en tibétain, Chinji Malokpa, et Chinji Malokpa, ça veut dire on peut plus jamais revenir en arrière, Chinji Malokpa. Ou, ouais, on pourra utiliser par exemple non erroné, hein, quelque chose qui est non erroné dans le sens, il n'y a pas de retour en arrière possible, quoi. On n'a pas besoin de rebrousser chemin. Mais bon, après, on est dans quelque chose des fois un peu d'imagé, hein. Mais littéralement, si on voit Malokpa, eh ben, là on a d'ailleurs Chinchi Malokpa. Eh ben, Chinchi Malokpa, si vous allez regarder dans l'analyse, vous allez le trouver. Alors, Chinchi Malokpa ni, hein, Chinchi Ma, sans échec, par exemple. Lokpa, inversé, renversé, on pourrait dire aussi revenir, hein. Donc, Chindima Lokpa, ça veut dire quelque chose qui, ouais, sans échec, quoi. C'est vraiment, si je prends le dictionnaire, attendez voir, parce que je vais essayer de vous donner une version, Chindima Lokpa. Attends. Ah non, d'accord, ok. Chinji Malokpa. Chinji Lo. Mais c'est ne pas revenir. C'est ne pas revenir. Il n'y a pas d'inversion, comme on pourrait dire. Bon, là, c'est. Chinji Lo, c'est. Revenir. Chinji Malokpa, c'est ne pas revenir. Bref, bon, ben là, après. Ça va nous amener dans un truc peut-être un peu trop compliqué. Mais bon, bref. Ouais, là, je suis obligé de... Ouais, je sais pas comment le rendre d'une manière simple. Donc, des fois, quand je sais pas comment le rendre d'une manière simple,
le rendre d'une manière simple, c'est déjà mal ou pas. Par exemple, si on voulait faire, euh, je regarde, ouais, non, c'est pas, ouais, par exemple, ici, il a traduit ça comme ça, ni distorsion, tinti malokpani. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ça va pas à l'envers, ça va pas à rebrousse-poil, dans ce sens-là. Mais vous voyez, entre l'analyse de Tindi Malokpa, l'analyse, on va dire, pure, c'est-à-dire l'analyse et le rendu, ni distorsion, là, il y a un chemin, hein. Jean-Marc, Ouais. un petit peu plus haut, il y a Manorwa. Ouais, bravo, bravo. Manorwa, ça c'est beaucoup plus simple. Et donc, Manorwa. la question, c'est le radical, la nord, c'est un verbe. Bah alors, même réponse que pour Dominique. Nor, c'est l'idée d'erreur. Ah oui. C'est exactement. C'est la même. Bon, Manorwa ici aussi d'ailleurs. C'est la même structure. C'est-à-dire, Nor, c'est l'idée d'erreur. Donc, Manorwa, c'est non trompeur ou ne pas se tromper. Ou quelque chose qui n'est pas erroné. Donc, on pourrait aussi. Vous voyez l'idée du rendu Manorwa, on pourrait dire c'est véridique. C'est pour ça que le problème du rendu est pas la même. Les Tibétains, ils pensent Manorwa, ils pensent pas véridique, ils pensent c'est quelque chose qui n'est pas trompeur, qui est sans erreur. Par exemple, on va dire, pour parler des trois rares et sublimes, des Bouddhas, Dharma et Sangha, on va dire Miluwa. Et Miluwa, c'est la même structure, Miluwa. Miluwa, littéralement, ça veut dire non trompeur. Donc non trompeur, dans le sens, c'est quelqu'un qui ne va jamais, c'est quelque chose qui ne va jamais nous décevoir. Miluwa. Mais maintenant, si on veut trouver quelque chose en français peut-être un peu plus juste, on pourrait dire fiable ou digne de confiance. Mais vous voyez, entre digne de confiance, qui est un rendu possible, hein, par rapport au sens, et miloua, qui veut dire à l'origine, qui veut dire tout simplement non trompeur, ben, entre non trompeur et digne de confiance, vous voyez la parenté, évidemment, mais disons, ça saute pas comme ça à l'esprit tout de suite, il faut réfléchir un peu. Mais en tibétain, on dira pas digne de confiance, on dira miloua, qui ne trompe pas. On pourrait dire on est très basique, je vous l'ai déjà dit, hein, un peu ras du sol, mais c'est pas ras du sol dans le sens, c'est rien de méprisant. C'est juste qu'on dit les choses d'une manière factuelle. C'est une langue factuelle. Le français n'est pas une langue factuelle. Le français est une langue imagée, c'est une langue très, très esthétique. On dit le frigo marche, par exemple. En tibétain, c'est impossible de dire le frigo marche. Nous, on dit le frigo marche, ça nous semble ok, quoi. Mais le tibétain, si vous lui dites le frigo marche et vous le traduisez littéralement en tibétain, ça veut dire que c'est un frigo qui a des jambes et qui marche. C'est pas possible, quoi. C'est impossible. Mais en français, on peut dire le frigo marche. Et sans problème. Et nous, en français, on fait ça tout le temps. Mais le tibétain le fait jamais. Bon, c'est plus simple de penser en tibétain finalement. Beaucoup plus. C'est pour ça que quand on étudie le tibétain, puis qu'après on étudie les textes, et puis les choses qui parlent de l'esprit, c'est beaucoup plus simple. Parce que les concepts, quand vous dites vacuité, en tibétain vous dites tongpa ni. Tongpa, ça veut dire vide. Ni, ça veut dire en soi. C'est le vide en soi. C'est simplement, donc vacuité, c'est complexe. C'est un mot complexe. Tongpa, non, c'est pas complexe, ça veut dire vide. Et puis ni, ça veut dire vide en lui-même. Alors après, il faut comprendre ce que veut dire vide en lui-même. Ça, je ne dis pas. Mais le mot, lui, il n'est pas alambiqué. Le mot, il est direct, il est clair, il est cash, on pourrait dire. C'est une langue cash. C'est pas une langue compliquée. Et c'est pas alambiqué du tout. Les subtilités et les complexités, elles seront peut-être ailleurs, mais elles ne seront pas dans la structure. Jean-Marc, Oui. je vois que dans le texte, le mot tang, il est réutilisé partout, souvent à les fins de phrase. Donc je ne sais pas si c'est un signe d'une structuration de fin de phrase ou d'un mot. Mais là, par exemple, dans ce texte, il est vraiment partout. Partout. Et tu as tout à fait raison. C'est une question Je veux savoir. super Voilà. intéressante.
C'est très, très bien. Merci beaucoup, Estelle. En plus, comme ça, tu participes parce que sinon, vu que je ne vois pas ta vignette, et là, je la vois parce que tu parles, bah, sinon, hop, tu disparais dans la liste. Voilà, elle n'est pas si longue, mais bon, bref. Alors, pour répondre à ta question, ici, tang, c'est vraiment la conjonction, c'est-à-dire c'est la marque de coordination, c'est la valeur du et. Par contre, là où je te reprendrai, c'est en disant, et c'est normal que tu le dises, cela dit, mais c'est dire attention, une barre ne veut pas dire une fin de phrase. C'est-à-dire que ça, c'est un peu un piège. Les codes, on veut dire, je trouve plus le terme, la ponctuation, voilà. La ponctuation tibétaine n'a pas d'équivalent en français. En fait, il n'y a pas de ponctuation en tibétain, au sens où nous, on l'entend. C'est-à-dire virgule, point virgule, deux points, ouvrez les guillemets, tout ça est rendu par des particules. Il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a que dans les textes modernes, écrits aujourd'hui, donc de nos jours, où on va voir une ponctuation occidentale qui vient à l'intérieur du texte en tibétain, pour rendre plus facile la compréhension des éléments de sens. Mais dans un texte classique comme celui-là, vous n'avez pas de ponctuation. Ce qui fait que quand vous avez un chez, ce qu'on appelle chez, c'est une barre, ce n'est pas une fin de phrase. C'est simplement, on pourrait dire, comme pour scander. Hein, oublions jamais la dimension orale de la langue tibétaine, qui est très 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 forte, même dans les sutras. Hein. Sutra, ça veut dire se faire parole, hein, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est la parole, il y a toujours l'idée d'une parole, de quelque chose d'entendu. Là, c'est plutôt une scansion, c'est-à-dire comme une marque de rythme, plutôt qu'une ponctuation. Comme en musique, quoi. Un Donc peu. il y a quand même un sens dans ce qui a été dans le groupe de mots. Tout à fait, il y a un sens. Mais il n'y a pas le sens du point, comme nous on le verrait en français. On pourrait dire que le... Tang arrive à chaque fois avant un chez. Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que ici, on veut dire quelque chose. On veut dire, par exemple, tu n'es pas Nitang, tu mi Gyurwa Nitang. On est en train d'énoncer d'ailleurs, ça, un peu comme on le dit en français, ce que l'on nomme ainsi, c'est la réalité absolue, la constance du dharma, l'immuabilité ou l'immutabilité du dharma, en accord avec l'incité sans erreur, l'incité qui n'est pas autre que cela, l'authenticité, la réalité même, le sans erreur, le ni distorsion. On est en train d'énoncer des notions. Et en fait, des notions on est en train de dire ce que c'est que la réalité absolue, hein. Mine de rien. Parce que mine de rien, en étudiant le sutra, on étudie un truc un peu maousse. Hein. Mais là, on fait que de l'analyse de texte. Mais cela dit, on fait de l'analyse de texte en pleine nature. Et en pleine nature, ça veut dire dans un texte, lui, il dit des choses. Hein. Et ça, après, on y arrive. Avec le chez, ça ferme le concept de l'énonciation, c'est ça? Exactement. Ça ferme dans le sens où on donne en fait, c'est un peu comme si tu faisais une énumération. Il y a des pommes, il y a des poires, et là, tu le fais avec des idées. Tu le fais avec des idées, avec des notions. Comment? Enfin, Le tang, tu peux le dire et, mais tu le traduis pas forcément. C'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que la ponctuation française, c'est-à-dire les virgules dans le texte en français, d'accord? En tibétain, elle est assumée par des mots, c'est-à-dire par des particules. Donc, c'est une de rythme en fait. Complètement. Cela dit, tu mettrais un et, ce ne serait pas faux non plus. C'est un peu comme si tu fais une liste, imagine ta liste, des pommes, des poires, des bananes, et puis tu peux dire des pommes et des poires et des bananes. Tu peux dire les deux. Simplement en tibétain, tu diras toujours et. Quoi, disons, la plupart du temps. Pas forcément. Kushu, non, pas forcément. Tu peux aussi ne pas le dire. Mais là, dans un texte classique, oui, tu vas le dire. Ok? Donc, pour vous, les débutants, débutantes, vous voyez toutes ces articulations. Bon, ça vous fait plonger dans une grande richesse. Hein. C'est la richesse d'un texte, c'est la richesse de la construction de la langue. Mais en même temps, vous voyez que dans un texte comme ça, il y a du très simple et du profond. C'est les deux. Mais surtout, il y a toujours
la nécessité de la compréhension de la structure et le repérage. Et là, pour vous, c'est repérer les lettres, mais petit à petit, là, on a parlé du tang, ça reste pas dans l'oreille d'un sourd, petit à petit, il y a des choses qui viennent, et en faisant comme ça, vous allez construire votre connaissance aussi, je pense. Voilà. On avait commencé... Jean-Marc, j'ai une question, si c'est Absolument. possible. Bien sûr, vas-y, Géraldine, bien sûr. En fait, ça rejoint un peu ce que tu disais, mais c'est sur le groupe de mots Denqing Brel par Zhonghua. Donc, Attends, ouais. Denqing, voilà, c'est la coproduction conditionnée. Et là, tu as mis une autre traduction qui est l'origination interdépendante. Donc, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs formulations. Et est-ce que tu peux m'expliquer les nuances ou ce que ça veut dire précisément, en fait, que je comprenne bien? Absolument, absolument. Alors, ce que tu dis, Géraldine, ça tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que c'est réussir à faire la différence entre la formulation française, qui sera toujours un choix subjectif de là ou du traducteur, et ça, faut vraiment s'en souvenir, et puis le travail qu'on va pouvoir faire ensemble, et qui est un travail, à mon avis, très intéressant, qui permet de laisser de côté le rendu en français, et puis de revenir au sens en tibétain. Et le sens en tibétain, ça va être une découverte, parce que la découverte du sens en tibétain, c'est pas je veux dire, le tibétain, quand il écrit Teng Ting Del War Jung Wa, pour lui, il n'est pas du tout, mais alors ça je peux vous dire, il n'est pas du tout en train de se dire, mais nom de bleu, comment est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer en français? C'est pas son problème, hein. Vraiment pas, surtout à l'époque. Il ne sait même pas que le français, ça existe. Donc, il faut bien distinguer les problèmes. Le problème du rendu en français, c'est un problème de traducteur. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Notre problème à nous, c'est même pas un problème, mais notre enjeu, c'est de comprendre ce qui est en train de se dire en tibétain. C'est pour ça qu'on fait du tibétain, d'ailleurs. C'est juste un petit laïus, mais c'est pour... on va pas travailler ensemble sur... Le but, c'est pas directement d'affiner la traduction, c'est d'abord la compréhension du sens. Et la compréhension du sens va affiner votre compréhension et éventuellement la traduction. D'accord? C'est juste pour replacer, on va dire, l'ordre des choses. Alors maintenant, le sens. Ten, ratatata dembuten à ten, que vous voyez ici. Ten, ça veut dire le support. C'est un support. Ching, c'est une particule. Pas hyper fréquente, mais quand même assez souvent. Et Ching, c'est un peu comme Tang, c'est-à-dire c'est une particule qu'on appellerait globalement un connecteur. Alors, donc tout ce que je vais vous dire là, vous n'avez absolument pas besoin de le retenir, on est bien d'accord, hein, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais Ten, le support, Ching, E. On va dire E, E-T, d'accord? Del, pas. Alors là, voilà, Del, alors ça, voilà, faut le savoir, mais Del, ça veut dire le lien, hein. Alors encore une fois, attention, radical, c'est un radical et pas nominalisateur. Donc lien plus nominalisateur, ça veut dire lié, relié ou éventuellement reliant. D'accord? Mais en tibétain, on n'est pas dans ce problème du rendu. Donc on est juste en train de dire lien nominalisé. Donc relié, éventuellement. Donc on a support et lien. D'accord? Et puis après, on a Jung. Ra, on en parlera après. On a Jung. Jung, c'est de nouveau un radical qu'on voit avec un nominalisateur, donc Jung, hein, Jung Wa. Jung, ça veut dire surgir, littéralement. Nominalisé, ça veut dire surgissement. Ok? Donc, c'est un surgissement. Le Ra va se traduire par en, c'est un latin, c'est une particule, elle n'est pas vraiment compliquée, mais disons son sens là est un peu complexe, mais disons c'est un surgissement en rapport, on pourrait le traduire par en rapport, bon voilà, on prend comme ça, un surgissement en rapport au lien et au support, littéralement. Donc la coproduction conditionnée en français, où l'origination en dépendance est évidemment très complexe en termes de mots français, mais en tibétain, l'avantage de faire du tibétain, c'est que vous savez qu'on est en train de parler de quelque chose qui surgit en rapport
au lien et au support. C'est-à-dire que ça veut dire que en fonction d'un support et du lien qui est fait avec un élément, il y a un surgissement. Donc, en clair, ça veut dire que la coproduction conditionnée, c'est un surgissement qui va dépendre du lien et du support. C'est-à-dire qui va dépendre des phénomènes qui s'appuient sur d'autres phénomènes pour que petit à petit quelque chose surgisse. Et c'est pour ça qu'on a essayé de rendre ce sens pratitya samutpada en sanskrit, on a essayé de le rendre en disant coproduction conditionnée. Mais vous voyez combien c'est compliqué de trouver en français une manière de dire ce qu'on dit en tibétain. En tibétain, on dit que quelque chose surgit du fait que les phénomènes s'appuient sur quelque chose et sont reliés à autre chose. On est en train de parler des causes et conditions. On est en train de dire que rien ne peut surgir sans lien entre des causes et conditions. Rien ne peut surgir sans lien entre quelque chose qui s'appuie sur quelque chose et quelque chose d'autre. Donc tout va dépendre des supports et des liens. C'est le surgissement qui dépend des supports et des liens. Littéralement. Bon, là, ça nous fait bosser, parce qu'il y a d'une part la compréhension de ce que je viens de vous expliquer, mais après il y a la compréhension profonde de qu'est-ce que veut dire la coproduction conditionnée. Hein. Bon, après, c'est une autre histoire. Est-ce que ça éclaire un peu ta question, Géraldine? Oui, merci. Ok, parfait. Eh ben, j'ai le sentiment qu'on a fait un sacré petit tour quand même. Je sais pas pour vous, mais il me semble qu'on a vu beaucoup de choses. C'est très riche. Je peux que vous encourager à gratter, surtout pour on va dire le groupe intermédiaire. Donc, profitez d'essayer de rentrer là-dedans, puis d'essayer de voir s'il y a des questions, etc. Pour les débutants, faites pareil si vous avez envie, mais j'entends évidemment, pour vous, vous pouvez prendre ce texte ou celui que je vous ai proposé aussi, Dorje Tungma pour le repérage, continuez. Mais vous verrez que vous allez, si vous faites maintenant une petite visite sur votre support PDF avec Dorje Tungma et que vous allez relire encore une fois ce texte et essayer de faire du repérage, vous allez voir des éléments que vous n'aviez pas vus avant et qui vont apparaître petit à petit. Donc continuez ce boulot, puis on va avancer magnifiquement, quoi. Il me semble qu'on arrive dans des beaux endroits. On va s'arrêter là avec une dédicace parce que le temps est écoulé. Ok, ça va pour vous? On arrête là. Sonam di tamje zingpa ne tomne ne pe dranam pamje ne kega na chimbalab tupai si pe tsole do warai sho. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour cette leçon et à bientôt. Et bien sûr, il y aura le replay. Je pense que techniquement, ça devrait jouer, mais je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais quelle moche expression. Mais bon, bref, je ne mets pas la charrue avant les bœufs, je préfère presque celle-là. Voilà, donc à bientôt, belle journée. Merci Thomas. Merci à vous. Merci.